Salut, salut. Ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo. En fait, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est la confusion. Pourquoi la confusion? En fait, c'est vraiment comment on dit déjà? Un brainwashing. C'est vraiment le cerveau est en compote, en fait, hein. Et l'idée, c'est de ramener de la souveraineté ici, de ramener de l'ancrage afin de voir clair. Et je dirais que la plupart de mes accompagnements sont essentiellement fondés là-dessus, en fait, c'est comment voir clair. Parce que quand on voit clair, mais les choix, les décisions sont beaucoup plus imminentes, en fait. L'action est beaucoup plus proche parce que quand on voit clair, quand on voit la violence qui est à l'œuvre, quand on voit les dégâts que ça nous cause dans nos vies, on est beaucoup plus radical. Parce qu'au bout d'un moment, on en a marre que ça ne bouge pas. Au bout d'un moment, on arrive à un pic, en fait, où c'est tellement trop que ce pic-là va créer l'action. Tandis que ce qui se passe, en fait, généralement, c'est que, bah, on se dit: «Ah mais ça va, en fait. Ah mais ça va, en fait». Voilà, et ça reste pendant des années. «Ah mais en fait, c'est pas si grave». C'est comme on s'habitue à une forme de confort. «Oh ben c'est ça me convient». C'est comme si on était dans un logement qui est insalubre et qu'au bout d'un moment, au bout de 5, 10, 15 ans, on s'y est tellement habitué que ça nous devient normal, en fait. Et là, un jour, il y a quelqu'un qui arrive chez nous et qui nous dit: «Mais ça va pas en fait ta maison là, il y a c'est très dangereux pour ta santé, tu respires ça, tu es en train de te foutre en l'air sans t'en rendre compte». Et c'est un peu, finalement, le rôle d'un accompagnement. Pourquoi j'ai envie de vous parler de confusion et j'ai repoussé l'idée de faire cette vidéo? Parce que, je suis plus trop dans la vibe de parler de trauma constamment. Je sens que la deuxième partie de 2026 va être beaucoup plus consacrée à la créativité, des choses sur la manifestation. D'ailleurs, je suis en train de créer ma nouvelle offre en ligne, donc là, c'est trop génial. J'ai créé une pratique qui est juste, j'ai des retours tellement incroyables sur cette pratique que j'ai décidé de la mettre en vente sur mon site. Ouais, j'ai envie de me consacrer à beaucoup plus de créativité en termes de ce que je propose, mais aussi en termes de mindset, parce que c'est là que ça se passe, pour créer la vie qu'on veut. Mais pour créer la vie qu'on veut, bah, toujours faut-il qu'il faut voir. Il faut voir. On ne peut pas créer la vie qu'on veut s'il y a toujours des domaines, des sphères de confusion, en fait. C'est impossible. S'il y a toujours des endroits où il y a de la confusion, ben, il n'y a rien qui peut éclore ici. Parce que ça veut dire qu'on ne voit pas ce qui est en train de se passer. Parce que ça veut dire qu'il y a encore un système de violence qui est à l'œuvre. Et qu'est-ce que j'entends par système de violence? C'est un système qui va se descendre constamment, en fait, qui ne va pas se penser capable, qui va se penser petit, inférieur. Et sauf que bah moi, ce que je propose, c'est pas des petites vies, en fait. C'est vraiment des vies à votre grandeur. Et par grandeur, j'entends pas une grandeur égotique. J'entends quelqu'un qui est capable de poser des limites et de choisir, de voir grand, d'habiter dans une belle maison. J'adore la métaphore de la maison aujourd'hui. Et surtout qui est capable de choisir où est-ce qu'elle met son énergie. Parce qu'en fait, il y a vraiment une grande part d'énergie dans tout ce qu'on consomme, dans toutes les personnes qu'on côtoie. Et je vous racontais en story aujourd'hui, je vous le partage ici d'ailleurs, c'est intéressant. Ce week-end, j'entendais des gens en fait parler de... ils comparaient la façon dont ils vomissaient en soirée. Et il y avait tous les âges, hein, de toutes générations confondues. Et en fait, déjà, ça m'a ramenée dans une époque de ma vie où je me disais: «Waouh!» J'avais tellement peu de respect pour moi à ce moment-là que je comprenais quelque part ce qu'ils étaient en train de vivre et ce dont ils parlaient, avec, une certaine fierté par ailleurs. Mais je me suis dit: «Comment on peut en arriver là, en fait?» Au-delà de me dire ça, je comprenais parfaitement, en fait, pourquoi. Mais là où j'avais envie d'attirer votre attention en vous racontant ça, c'est à quel moment on décide que c'est ça notre vie? À quel moment on décide qu'on passe des soirées ou des repas avec ce type d'énergie? Qu'est-ce que vous pensez qui se passe, par exemple, si, j'avais passé un week-end entier avec des gens qui parlent de ça? Toute mon énergie se serait vidée. Pourquoi? Parce que je m'adapte à leur énergie. Parce qu'il y a une part de moi qui hurle à l'intérieur, en fait, de se dire: «Mais qu'est-ce que tu fais là, en fait?» Et je dirais que ça, c'est la part de l'enfant intérieur. Quand on est dans des endroits où on ne pourrait pas aller avec un bébé ou un petit enfant, on est déjà en train de se foutre en l'air.
Notre énergie est précieuse, en fait. Notre énergie est précieuse et je le répète, notre énergie est précieuse. Si vous passez une journée entière avec des gens qui critiquent, déjà, assurez-vous que ces gens-là parlent exactement de la même manière de vous. Ça, c'est très important, hein. Si on est avec des personnes qui sont extrêmement négatives et qui parlent des autres d'une manière violente, et que vous côtoyez ce genre de personnes, en pensant que vous n'êtes pas critiqué par elles, surtout ceux que vous pensez que vous n'êtes pas critiqué par eux, eh bien c'est fondamentalement le cas. Et donc ça, c'est déjà une part de violence, par exemple. Donc à quel moment, et là je suis vraiment dans cette énergie, et c'est pour ça que j'enregistre cette vidéo aujourd'hui, et d'ailleurs je crois que c'est la pleine lune demain, donc j'ai lu un truc super marrant là-dessus, c'était c'est pas le moment dans cette pleine lune de rentrer dans des sujets conflictuels. Lâchez-vous dans les commentaires justement hein, si ma vidéo vous déclenche, ou si au contraire elle vous donne des prises de conscience, parce que il est temps de choisir des endroits où notre énergie n'est plus polluée en fait. Et l'idée, ce n'est pas de devenir un ermite, au contraire. Vous pouvez choisir, si vous êtes obligé de vous confronter à des personnes comme ça de temps en temps, l'idée c'est d'y aller ressourcer, mais de ne pas donner une once d'énergie en fait. L'idée ce n'est pas de se perdre, l'idée c'est de comprendre à quel point le vol d'énergie c'est sérieux en fait. C'est vraiment sérieux. Si vous êtes avec une personne pendant plusieurs années et que vous vous sentez devenir de plus en plus comme une merde, moi les personnes qui arrivent en me disant en séance: «Ça fait 15-20 ans que je 10-15-20 ans que je vis ça», c'est pas elles le problème. Au bout d'un moment, c'est l'environnement, il peut y avoir qu'une seule personne dans leur entourage qui est extrêmement, polluant, type pervers narcissique ou en tout cas les personnes qui ont un fonctionnement extrêmement manipulatoire. Ça peut créer des blocages qui durent des années. Et donc l'idée ici, c'est comment retrouver de la clarté, mais surtout comment retrouver le pouvoir de l'action, son feu intérieur, et surtout la prise de conscience que ça suffit, et que il est temps de ne plus se faire polluer en fait, parce que votre énergie est tellement précieuse, mais surtout parce que, comme je vous disais dans ma dernière newsletter, tout le monde a des dons à l'intérieur de soi, tout le monde a une capacité de se connecter en fait à ce qui est lumineux, à l'énergie du cœur, à l'amour, à quelque chose de beaucoup plus lumineux pour ce monde. Mais tant que vous restez dans des environnements aussi merdiques, c'est pas comme ça que ça changera, ni dans votre vie, ni dans le monde. Et c'est pour ça que moi je suis pas trop sensible, en tout cas, bien sûr que j'y suis sensible, mais j'ai essayé de côtoyer pendant une période de ma vie tout ce qui était les groupes de personnes engagées, le féminisme, l'écologie et tout ça, et je ne m'y retrouvais pas. Pourquoi? Parce que tous les gens qui parlaient avec cette rage, cette colère, cette envie que le monde change, dans leur propre vie, dans leur propre relation à eux-mêmes, il y avait une forme de haine et de violence et une pollution intérieure. Comment tu veux défendre la planète si à l'intérieur de toi il y a une pollution qui ne se sent pas aimable? Parce que pour être connecté au divin, il faut bien se sentir un petit peu aimable, il faut bien retrouver sa foi intérieure. Quand on fait une prière, bah c'est bien qu'on espère qu'elle se réalise cette prière, donc on espère se faire aimer par plus grand que soi. Quand la plupart d'ailleurs de mes accompagnements reconnectent en fait à cette foi-là. Et je suis trop contente parce que j'ai une personne qui était très 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 déconnectée de sa foi, je parle pas de religion ici, elle m'a dit: «C'est fou comme je m'autorise à nouveau à poser des intentions pour ma journée par exemple, ou pour que, dans ces rendez-vous, ça se déroule de manière fluide». Mais ça, c'est magnifique en fait, parce que ça veut dire qu'elle a reconnecté avec l'autorisation en elle de recevoir. Quand on s'autorise à recevoir à nouveau, là, on connecte à quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus grand et de beaucoup plus précieux en fait. Et petit à petit, tout ce qui n'est pas bon, ça s'en va naturellement. Évidemment que ça laisse des traces, mais qu'est-ce qu'on choisit aujourd'hui en fait? Est-ce qu'on choisit de perdre encore 5, 10, 15, 20 ans dans des situations de merde, mais surtout dans des relations de merde? Et je ne lésine pas sur les mots que j'utilise, parce que clairement, je suis fatiguée en ce moment en fait, et je me sers de cette fatigue et de cette colère-là, que on ne voit pas. On ne voit pas ce qui est merdique. Et j'en viens à la fin de la vidéo en fait à comment voir en fait, comment retrouver cette clarté-là. Et parce que ça c'est la clé en fait, c'est vraiment la clé qui fait que des choix sont posés. Et souvent j'aime bien dire aussi qu'on fait des mises à jour, c'est-à-dire que parfois on peut avoir l'envie de s'éloigner de sa famille pendant certaines périodes, et puis je dirais que d'y retourner
de temps en temps pour faire des mises à jour, pour voir où est-ce qu'on en est dans notre évolution spirituelle. J'aime pas du tout ce terme, mais il y a que ça qui me vient aujourd'hui. Voir où est-ce qu'on en est. Parfois, on va avoir des bonnes surprises de se dire: «Ah bah tiens, je suis plus déclenchée, ça ne m'atteint plus, je me sens bien, c'est bon, ça dure 2 heures, ça me suffit, hop, c'est bouclé». Parfois, on va y retourner et ça va être horrible, mais vraiment horrible, même si la fois d'avant, ça s'est bien passé. Et on va se dire: «Oh là là, j'ai régressé, j'ai fait un pas en arrière, c'est horrible, blablabla». Non, en fait, tu es en train de faire une mise à jour sur où est-ce que tu en es, avec d'autres prises de conscience encore plus profondes, des dynamiques inconscientes derrière. Et ça te permet de faire des choix. Le choix, ça peut être: «OK, la prochaine fois, je viens que 5 minutes. OK, la prochaine fois, je ne viens pas du tout. OK, j'ai bien repéré tel type d'énergie, j'ai affiné, en fait, ma vision de cette personne et de son fonctionnement. Je sais que je ne veux plus ça dans ma vie». Ça veut aussi dire que les prochaines personnes que je croise qui portent exactement la même énergie, ça dégage. Je n'en veux pas, en fait. Je connais cette énergie-là, je n'en veux pas, que ce soit dans mes amitiés, dans mes relations intimes. Et parfois, voir, c'est vraiment pas agréable, mais quel cadeau en fait pour la suite. Quel cadeau de pouvoir de plus en plus détecter avec vos antennes. C'est le nouveau super pouvoir hein, d'avoir côtoyé des énergies de merde très longtemps. En fait, le super pouvoir, c'est qu'au bout d'un moment, vous les voyez à 10 000. Parfois, on peut se tromper, et c'est pas grave en fait. Parfois, on peut se tromper, et ça affine davantage la vision claire. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je vais vous donner 6 points qui me paraissent importants pour comprendre comment la confusion fonctionne. Mais avant ça, j'aimerais bien qu'on fasse une petite pause parce que je pense que là, on est à la moitié de la vidéo. Je vais faire une petite pause avec une petite musique pour respirer un peu. Comment ça marche? La confusion. Déjà, c'est quoi la confusion? La confusion, on le vit assez régulièrement dans une journée, par exemple, parce qu'en fait, on peut avoir des interactions, que ce soit quand on fait nos courses ou avec nos voisins ou quand on regarde une série. En fait, tout ce qu'on consomme peut nous amener différentes émotions et c'est intéressant d'observer comment ça fonctionne la confusion. La confusion, c'est qu'on va avoir une double pensée qui va croire ce que l'autre nous dit et le corps nous dit l'inverse. Et on va se poser la question, mais je sens qu'il y a un truc qui va pas, mais je sais pas quoi en fait. Ça va être du bizarre, enfin, c'est très bizarre, c'est assez flou à l'intérieur. C'est comme quand la vision se brouille, en fait. Il va y avoir une sorte de radio qui grésille à l'intérieur de la tête. Et ça, en fait, ce qui provoque ça, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre ce qui est en train de se passer, ça ne fait pas sens. Il n'y a pas de cohérence entre le discours qu'on entend et le ressenti corporel. Ça, c'est très très propre à l'abus, par exemple, surtout quand on est enfant, c'est-à-dire qu'il va y avoir un discours plutôt aimant, réconfortant, bienveillant, et des gestes qui dépassent les limites en fait. Des gestes qui sont très graves et très, euh, j'allais dire violents, mais en fait non, parce que l'abus justement ne se fait jamais, rarement dans la violence, quand il s'agit d'inceste par exemple. J'aurais dû mettre un trigger warning, hein, en tout cas voilà, je mets un trigger warning à partir de maintenant. Je vais aborder des sujets d'abus et d'inceste. Si vous êtes dans une journée où vous êtes sensible, je vous recommande vraiment, je vous invite vraiment n'importe quoi. Je vous invite à écouter cette vidéo quand vous êtes ressourcé. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que dernièrement, je me suis pris les pieds dans le tapis avec ça, à faire des recherches très très longtemps sur les Epstein Files par exemple. Ça m'a déclenché à fond et le problème c'est que quand on commence, on peut plus s'arrêter. Donc vraiment, je vous le dis, prenez soin de vous, écoutez ça avec lenteur, ça sert à rien de se précipiter, la vidéo va pas disparaître. Vous pouvez l'écouter en plusieurs fois. Et voilà, c'est des sujets qui sont assez déclencheurs, donc vous pouvez choisir. Voilà, c'est tout à fait le thème de cette vidéo. Vous avez le droit de choisir. Vous avez le droit de choisir et d'aller à votre rythme. C'est d'ailleurs quelque chose d'essentiel quand on essaie de sortir de la confusion, d'apprendre à aller lentement. Et sur TikTok, je suis tombée sur un gars qui disait ça.
prenez 3 secondes, comptez 3 temps avant de répondre à quelqu'un. Parce que qu'est-ce qui provoque l'abus? C'est la vitesse, en fait. Non seulement c'est le discours bienveillant: «Oui, viens, on va passer un bon moment quand même, je suis ton oncle, j'ai le droit, blablabla». Hem et la personne est censée être un adulte sécurisant et qui nous aime, en fait. Dans la tête d'un enfant, tout ce qui va être lié à la famille est censé nous aimer, en fait. Donc là, il y a une confusion qui se crée parce que le corps, lui, il capte tout de suite. C'est animal, c'est instinctif. Il capte qu'il y a un truc qui ne va pas, qui n'est pas normal. Toutes les personnes qui ont vécu de l'abus sont extrêmement sensibles à ce genre de procédé et bizarrement, dans leur vie, vont souvent tomber sur ce mécanisme-là. Tout le corps sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais le premier réflexe, ça va être de se poser la question: c'est bizarre, il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est quelque chose que je connais, donc j'y vais en fait. Parce que bah, le trauma se répète et se répète et se répète jusqu'à temps qu'on le voit. Donc ce n'est pas ce qui est arrivé finalement, le plus grand danger, la plus grande répercussion, parce que évidemment que c'est grave, c'est très grave, mais la plus grande répercussion qui reste dans la vie après, c'est qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre ça. Et d'ailleurs, c'est la question que j'avais en tête, qui tournait en boucle quand je regardais les trucs sur les Epstein Files. C'est vraiment comment ça se fait, comment c'est possible en fait. Comment c'est possible? Et ça, c'est quelque chose auquel je suis extrêmement sensible parce que ça va être la même chose quand je regarde des reportages sur les nazis, ça va être la même chose quand je regarde des reportages sur la ségrégation raciale. Et là, si je me laisse aller, je pourrais même pleurer en vous en parlant. C'est comment c'est possible. Comment c'est possible qu'un homme puisse faire ça à un autre homme, en fait. C'est l'incompréhension totale. C'est la confusion totale. Là, je parle à plus grande échelle, mais ça se passe aussi à petite échelle, parce qu'en fait, dans l'inconscient, il se passe exactement ça. Quand on a un collègue au travail qui nous fait des réflexions passives-agressives, quand on a un compagnon qui nous rabaisse constamment, alors qu'il est censé nous aimer, nous sécuriser, nous protéger, comment c'est possible que quelqu'un fasse ça? Comment c'est possible? Ça marche aussi pour l'humiliation, bien sûr, hein. Comment c'est possible? Et ça, en fait, c'est un mécanisme auquel on s'est tellement habitué que ça nous paraît normal. Je reviens à la maison insalubre. Voilà. Donc, c'est vraiment, je sais pas pourquoi je vous ai dit ça, mais c'est vraiment l'image que j'ai. On s'habitue à ça. Et la question qui vient souvent, c'est mais quand on apprend qu'une femme a été battue, pourquoi elle n'est pas partie? Pourquoi elle a rien dit? Pourquoi elle s'est pas défendue? Et là, j'arrive à mon deuxième point. Attends, parce que je crois que j'en parle à un autre moment de ça. Ouais, non, c'est mon cinquième point, donc je vais pas vous spoiler ce passage-là, mais j'y reviens dans le cinquième point. Ce qu'on va plutôt se dire là dans ce premier point, dans la confusion en fait, le fait qu'on peut pas comprendre ce qui s'est passé, ça va souvent être mais pourquoi moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est moi le problème. Ah ouais, ça c'est pas mal. C'est moi le problème. Mais il a dit qu'il m'aimait, donc voilà, en fait, c'est normal. Il a dit qu'il m'aimait, donc on va rester là-dessus, en fait. Et ça, voilà, pour ce premier point-là, c'est l'incompréhension totale qui va être le premier step d'une plongée immersive dans. Bah, une fois qu'on est là-dedans, on est pleinement manipulable, en fait. Une fois qu'on est dans la confusion, on devient un terrain parfait pour la manipulation. Et là, j'ai envie de dire: «C'est foutu», mais rien n'est foutu. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, d'ailleurs. Et rien n'est foutu, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, surtout. Le deuxième point qui est super intéressant, c'est, le paradoxe de l'attachement. Qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ça, c'est: il a dit qu'il m'aimait. Donc en fait, il y a un attachement qui s'est créé et c'est logique. Quand je vous disais tout à l'heure, l'enfant, il est persuadé que sa famille, c'est sa sécurité. Donc c'est carrément logique, en fait, de se dire: «Bah oui, mais en fait, il m'aime. C'est lui ma sécurité, c'est lui mon pilier, donc en fait, moi, et surtout quand on est enfant, je ne peux pas fuir. Je ne peux pas m'en aller. Donc mais je suis obligée d'être, sympa avec cette personne-là». Et c'est ce qui se passe quand c'est une personne de l'entourage proche qui passe à l'action, en fait, dans l'enfance, l'adulte qui est censé protéger, ça va créer une grosse incompréhension vraiment très 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 intense dans l'attachement. C'est-à-dire qu'on va confondre amour et danger. Et ça, c'est quelque chose qui va se répercuter dans notre vie d'adulte. On va confondre amour et anxiété. Ça va nous paraître normal d'avoir de l'anxiété dans l'amour.
Et d'ailleurs, dans ma randonnée de cet après-midi, j'ai croisé un couple, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu ça, dans la forêt, qui hurlait, en tout cas c'était plutôt elle qui hurlait, mais qui hurlait tellement fort que j'ai fait demi-tour tellement c'était effrayant. Et je me suis dit: «Comment on peut en arriver à ce point-là?» Et en même temps, je le sais très bien pour l'avoir vécu moi-même et pour avoir été cette femme-là. Et et c'est ça que ça crée, en fait, c'est que ça va créer des pics d'intensité, de dopamine, d'adrénaline tellement intenses que ça va nous paraître totalement normal, puisque dans tous les cas, dans l'endroit où on était censé être aimé et protégé, il y avait de la violence, de l'insécurité et du passage à l'acte, du dépassement de limites. Donc clairement, on va reproduire ça dans nos relations puisque c'est un terrain qui nous paraît normal. C'est ce qu'on appelle l'attachement désorganisé. Alors dans les formations que j'ai eues, tout le monde en parlait comme si c'était style d'attachement le plus dangereux, dont faut pas trop parler, etc. Bon, très clairement, il y a une grosse partie de la population qui a ce style d'attachement-là. Il n'y a rien de grave là-dedans. On peut en sortir et surtout, on peut juste en prendre conscience que oui, on mélange amour et violence à bien des égards et qu'il s'agit de retrouver de la clarté ici. Il s'agit de voir que ce n'est pas normal d'avoir autant d'anxiété dans une relation intime et que oui, ça existe des relations où il n'y a pas d'anxiété et où vous vous sentez en sécurité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit, mais ça veut dire que vous pouvez vous sentir en sécurité et être en conflit avec la même personne. Et là, il y a certains d'entre vous qui bug peut-être au niveau mental avec cette fameuse question euh, je ne suis pas sûre que ça existe. Est-ce que ça existe vraiment? Oui, ça existe. Sincèrement, ça existe à partir du moment où vous venez remettre de la sécurité à l'intérieur de vous. Et comment ça marche? Ça marche par déjà se rendre compte de ce que je suis en train de vous dire, de la confusion qui règne dans votre vie à l'heure actuelle, de la confusion qui règne aussi dans certaines relations familiales où on sent que le corps il bug un peu, mais que la tête, elle, a dit non, mais reste dans le people pleasing, de toute façon c'est tranquille, on veut pas de conflit, bla 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 bla. Et c'est exactement ça en fait. L'instinct d'attachement, lui, il va dire, le corps va dire fuis, 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 et l'instinct d'attachement, il va dire non, mais reste sympa, rapproche-toi, reste à ta place en fait. Le troisième point, c'est le gaslighting. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose auquel on peut très vite s'habituer quand on a grandi dans un environnement où c'était tout à fait normal de gaslighter tout le monde, surtout les femmes. C'est très insidieux, le gaslighting. En fait, c'est vraiment tout ce qui va venir nier votre ressenti. Tout ce qui va venir vous dire non, alors de manière plus grossière, ça va être les phrases comme non, mais toi, t'es un peu folle, t'es trop sensible, Hem, tu trop en fait et avec toi j'arrive pas à me sentir en sécurité parce que voilà, t'es trop intense et cetera. Non, c'est pas vrai en fait. Quelqu'un qui vous dit ça, c'est quelqu'un qui a peur de vous. Quelqu'un qui a peur de vous, c'est quelqu'un qui veut vous faire passer pour quelqu'un de fou, d'instable, de fragile et donc c'est une façon de prendre le pouvoir sur vous. Vous voyez comment ça marche le schmilblick en fait? On essaie de vous faire croire que vous avez un problème alors qu'en fait, c'est l'autre qui essaie d'avoir le pouvoir sur vous. Qu'est-ce qui se passe quand on se fait gaslighter? Bah, quand on vient d'un environnement où il y a beaucoup de confusion, on va se dire: «Oh, mais il a peut-être raison en fait. Il ou elle a peut-être raison. Ah mais oui, il a raison. Ah c'est clair, je suis instable, je suis trop intense». Évidemment qu'on est trop intense quand on est hypersensible, mais en fait, c'est juste qu'on est connecté à nos ressentis corporels, à nos ressentis émotionnels, que c'est la base, c'est censé être la normalité en fait. Quelqu'un qui est toujours, stable, sans aucune émotion et chez qui ça ne bouge jamais, j'ai envie de dire, ça, c'est pas net. Ça, c'est vraiment pas net. C'est quelqu'un qui n'est pas connecté à soi. Et donc, c'est potentiellement dangereux. Mais on ne s'en rend pas toujours compte quand c'est quelque chose qui est habituel chez nous, en fait. Surtout quand c'est fait de manière très insidieuse. Donc là, on rentre dans le domaine de la manipulation, c'est-à-dire que la personne ne s'en rend même pas compte elle-même parfois, tellement c'est ancré. Et le gaslighting, c'est très sérieux et d'ailleurs, vous pouvez si vous avez des doutes en tout cas, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser, je suis plus trop fan de ChatGPT, mais en ce moment, je travaille sur Manus comme, intelligence artificielle et si vous avez des doutes sur un discours, sur un mail qu'on vous a envoyé, sur un texto, n'hésitez pas. Là, je vous partage vraiment une astuce qui est pas j'allais dire pas professionnelle, mais en fait, j'ai pas vraiment d'avis sur la question.
parce que c'est un outil, quand vous avez des doutes, qui peut vous aider. Vous balancez le texto, à l'IA en posant sincèrement la question: «Est-ce que tu penses qu'il y a du gaslighting ici? Est-ce que tu penses qu'il y a des mécanismes de manipulation dans ce message-là que je ne vois pas?» Et ça, c'est très intéressant parce que la première tendance, le premier réflexe, ça va être de se dire: «Oui, l'autre a raison». Et parfois, chez moi, ça arrive encore, de me dire: oui, l'autre a raison». Mais je vous invite à faire pause, le fameux 3 secondes dont je vous parlais tout à l'heure. 1, 2, 3, et vous respirez, vous prenez le temps avant de répondre, vous analysez bien le message et vous vous connectez à vos ressentis. Si vous avez ressenti l'envie de dire stop, non ou arrête, généralement il y a toujours une bonne raison, même si vous n'avez pas l'explication tout de suite. Même si vous n'avez pas l'explication tout de suite. De toute façon, le retour de l'autre personne en face vous donnera la réponse. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui ne supporte pas que vous posiez un non, cette personne doit dégager de votre vie. Là, franchement, je prends plus de pincettes, hein. Deuxième partie de l'année 2026, je ne prends plus aucune pincette. Ça dégage. Ça dégage, ça dégage, ça dégage. Quelqu'un qui ne supporte pas votre non, ça n'existe pas en fait. Ça n'existe plus. Ça ne devrait plus exister dans votre entourage. Quelqu'un qui ne supporte pas votre non est quelqu'un qui vous maltraite. Et je répète, quelqu'un qui ne supporte pas votre non est quelqu'un qui vous maltraite. Donc est-ce que vous avez toujours envie de rester dans la maltraitance de votre enfance? Ou est-ce que vous avez envie que ça change? Est-ce que vous avez envie de reprendre les rênes? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes adulte, vous n'êtes plus l'enfant qui est bloqué et qui est obligé de rester avec ses parents parce qu'il ne peut pas survivre autrement. On ne peut pas fuir de chez soi quand on a 6 ans. Quand on a 36, 46, 56, on a le droit de se barrer. On a le droit de dire dégage, on a le droit de dire ça suffit en fait. Parce que vous n'êtes plus là pour être maltraité. Et il est temps de voir que c'est de la maltraitance. Quelqu'un qui ne supporte pas votre nom, ça dégage. Voilà. J'ai pas d'autre façon de le dire beaucoup plus clair. Oui, mais j'ai peur d'être seule, mais moi du coup c'est dire que j'aurai plus personne dans ma vie. Bah écoute, déjà, regarde que tu t'es entouré de gens qui en fait ne te respectaient pas. Donc pourquoi ils traînaient avec toi? Parce qu'on était dans le people pleasing à tel point qu'on vendait une image de soi qui n'était pas réellement soi. Si on est dans un espace où on peut pas partager nos émotions, poser des noms et s'exprimer clairement, quel est ce genre d'espace? Autant être tranquille chez soi, boire une petite tisane et regarder une série. Oui, ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Et alors? Votre corps, il a besoin de faire un reset. Il a besoin de se dépolluer de tout ça. Il a besoin de digérer ce qu'il vient de vivre quand on vit autant de violence pendant si longtemps. Il a besoin de se reposer. Il a besoin d'arrêter de faire du people pleasing. Là, j'ai dévié totalement le sujet, mais franchement, pour moi, c'est tellement important de vous partager ça aujourd'hui que j'espère que le message tombera dans les oreilles de ceux qui ont besoin d'entendre ça aujourd'hui. J'espère vous partager la force et le courage que ça demande, mais surtout le fait que vous avez le droit de dire stop à tout. Il n'y a pas d'âge dans la vie pour repartir à zéro et vous ne serez jamais seul. Vous ne serez jamais seul. En faisant de la place, il y a toujours autre chose qui arrive. Par contre, si vous continuez de tolérer même 5% de violence dans votre vie, ça peut durer très longtemps. Donc le gaslighting, on en était là. Ce qui peut se passer dans le gaslighting aussi, c'est la question qui revient sans cesse, c'est mais est-ce que je suis pas folle? Est-ce que je suis pas folle de me dire ça? Et je m'en souviens dans certaines relations, je me posais souvent cette question. Est-ce que j'ai pas un pet au casque en fait? Est-ce que c'est normal que j'ai ce genre de questionnement? Est-ce que c'est normal que j'ai ce genre de pensée? Et je m'en souviens, chez moi en fait ça se passait souvent quand j'étais en couple. J'avais des phases où j'avais des idées, des pensées, des rêves extrêmement violents, que ce soit physiquement et que ce soit sexuellement. Et j'arrivais pas à savoir si c'était bien ou pas bien. En fait, je me disais, mais pourquoi j'ai ce genre de pensées, des trucs hyper SM et tout ça, alors que je pratiquais pas du tout ça. Et je me disais, mais pourquoi j'ai ce genre de pensée? En fait, j'ai compris maintenant, 10-15 ans plus tard, que c'était une manière qu'avait mon mental de décharger. C'était une manière qu'avait mon mental de décharger ma violence, en fait, que je ressentais et que je ne pouvais pas exprimer parce que je ne pouvais pas me défendre. En l'occurrence, j'étais dans une relation où il y avait de la violence psychologique qui s'est transformée en violence physique. Donc ces pensées-là, quand je les avais, je me disais: «Oh, mais t'es folle, ma pauvre, d'avoir ce genre de pensée, ça va pas bien dans ta tête, blablabla».
Alors qu'en fait, aujourd'hui, je réalise que justement, ces pensées-là m'aidaient à garder une certaine stabilité dans un environnement où ça aurait pu encore plus mal finir. Même si ça a déjà très mal fini, hem, ça aurait pu être encore plus grave. Fermeture de la parenthèse et je vais de ce pas faire à nouveau une petite pause de respiration. Je vous invite à, voilà, respirer profondément et reprendre votre souffle et une petite boisson, tout ce qui peut vous faire du bien. Ok, le quatrième point dont j'ai envie de vous parler, c'est la dissonance cognitive. Qu'est-ce qui se passe quand il y a de la dissonance cognitive? Et d'abord, c'est quoi la dissonance cognitive? En fait, c'est que vous avez deux pensées en même temps qui sont à l'opposé. C'est-à-dire, oui, mais il est adorable, il est tellement doux, il est tellement sensible, il est tellement mature émotionnellement. Et en même temps, la même pensée de ah mais notre relation est tellement toxique. Je vois ses failles narcissiques, je vois sa manipulation, je sens que je vais pas bien, je sens que mon énergie baisse et ça ne va pas du tout en fait quand je suis avec lui, je me sens comme une merde et généralement après je suis très fatiguée. Ça c'est la dissonance cognitive, c'est-à-dire que pour se rassurer, le mental va se dire: «Oui mais quand même c'est quelqu'un de bien» parce que c'est juste inimaginable de considérer la violence qui nous est faite en face à 100. Et on rejoint exactement ce qui se passait dans l'enfance, parce que si on commence à voir que notre mère ou notre père nous fait du mal, c'est en fait c'est brillant dans le mécanisme de survie neurologique qui se met en place dans la tête de l'enfant, c'est pour pouvoir continuer à rester dans l'amour du parent, il va noter les qualités de ce parent-là, même si elles n'existent pas. Donc il va se dire oui mais quand même ma mère elle est douce, elle est gentille, et ça, en fait, c'est une manière de dire oui, moi je suis dans le pardon. Alors là, on est encore dans des trucs spirituels. Je vais pas rentrer dans ce sujet-là parce que je pense que ça mérite une vidéo en entier. Mais c'est une manière de tolérer l'intolérable, en fait. Et c'est exactement pour ça que pourquoi c'est si difficile de quitter un partenaire, une personne violente ou un partenaire pervers narcissique. Pourquoi, en fait, il va y avoir cette phase de mais j'y arrive pas, c'est trop dur. Parce qu'on s'est tellement habitué à la dissonance cognitive qui est tout simplement le système de survie le plus haut, selon moi. Oui, c'est ça qui se passe, c'est exactement ça. On va essayer de protéger le bourreau parce que c'est insensé, c'est impensable de se dire à quel point ce qu'il fait n'est pas normal, n'est pas bon pour nous. Là, on est dans le sacrifice pur et dur. Voilà, c'est prends mes tripes, enlève-les de mon corps, découpe-moi en morceaux, fais ce que tu veux de moi. Je sais que tu n'es pas une mauvaise personne à 100% en fait, mais ça, j'ai envie de dire en fait, c'est complètement humain de raisonner comme ça et c'est aussi, en vous parlant, j'ai l'image de Simone Veil qui me vient parce que c'est aussi une clé de sagesse quelque part. C'est là qu'on voit le paradoxe en fait, hein, c'est que on va utiliser ça comme mécanisme de survie pour tolérer l'intolérable, mais quelque part il y a une phase qui est importante avant d'arriver à la sagesse du pardon et de vouloir aider en fait les agresseurs, comme l'a fait Simone Veil. La phase entre les deux, c'est de réaliser l'ampleur de la violence qu'il y a eu, parce que tant qu'on ne réalise pas cette ampleur-là, on ne peut pas vraiment pardonner, on ne peut pas vraiment passer à autre chose. Et on ne peut pas agir dans ce monde tant qu'on ne connaît pas le mécanisme dans son intégralité, tant qu'on ne connaît pas le fonctionnement, que ce soit chez l'autre et chez soi, de pourquoi on est rentré dans cette spirale-là en fait. Voilà ce que je voulais vous dire sur la dissonance cognitive. Et enfin, les deux derniers points dont j'avais envie de vous parler, c'est au niveau du corps. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans un environnement pareil? Qu'est-ce qui se passe quand il y a de la confusion? Généralement, quand il y a un danger, il y a deux actions possibles. La lutte, donc le fight en anglais, et la fuite, donc le flight.
Ça, en résolution de trauma, en régulation du système nerveux, on parle souvent de ces termes-là. Et ceci dit, dans la confusion, il va y avoir du freeze, de l'immobilisation, du figement, en fait. Là, c'est vraiment ce qui se passe quand il y a de la dissonance cognitive, on est un peu perdu entre les deux, et là, tout le corps va se mettre en figement total. Et c'est souvent pour ça, voilà, j'en reviens au premier point dont je vous parlais tout à l'heure, où je vous disais pourquoi on dit souvent qu'une femme battue, mais pourquoi elle a rien fait, pourquoi elle n'a pas réagi. Le pire, c'est quand on entend des histoires d'agression sexuelle, et qu'on va dire mais pourquoi la femme, elle s'est pas défendue, blablabla. C'est incompréhensible pour quelqu'un qui n'a pas une éducation sur les agressions sexuelles de comprendre qu'un corps n'a pas d'autre solution que de se figer, vu l'ampleur de la violence qu'il est en train de vivre. Et que ça encore, on met souvent beaucoup de... C'est un peu comme quand on parle de style d'attachement désorganisé, on considère le mot figement comme pas bon, comme dangereux, comme pas bien. Et mais en fait, non, c'est un mécanisme qui est totalement normal. C'est totalement normal, il y a aucune honte à avoir dans le figement et c'est bien ça le problème, c'est qu'après il y a beaucoup de honte. Pourquoi je n'ai rien fait? Pourquoi je n'ai pas vu? Blablabla et là on reste dans un système de violence et j'ai envie de vous dire mais le figement, c'est normal en fait. C'est ce qui nous a permis de rester en vie, c'est ce qui nous a permis de ne pas faire un AVC ou de ne pas partir en vrille ou de ne pas devenir fou. C'est surtout ça qui se passe en fait. Le figement permet de ne pas devenir fou. Donc vous pouvez remercier votre corps de vous être figé. Et j'espère que ce message arrive à bon entendeur. Parce que même pour moi, combien d'années j'ai passé à me dire mais pourquoi je n'ai rien fait? Pourquoi j'ai pas vu? Pourquoi je suis pas partie plus tôt? C'est ok en fait. Le figement vous permet de ne pas devenir fou. C'est tout à fait ok. Et justement, le travail que je fais aujourd'hui me touche et me bouleverse chaque jour parce que il permet de sortir des figements de manière douce, de manière aimante et de manière saine. Et ça, c'est un tout nouveau langage relationnel qui s'intègre après dans le système nerveux et dans les fondations. Parce que plus c'est fait avec douceur, mais aussi avec un cadre qui est quand même bien strict, c'est-à-dire que si au bout de 5 séances, la personne reste dans une forme de victimisation, je sais qu'on n'est pas au bon endroit, donc je suis aussi là pour placer un cadre, mais pour faire en sorte que ce système de figement cesse en fait, de manière saine. Voilà. Enfin, le dernier point dont j'ai envie de vous parler, finalement la vidéo est beaucoup plus longue que ce que je pensais, c'est la clarté. En fait, c'est comment la clé de tout ça, c'est la clarté. C'est voir ce qui se passe. C'est comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, et c'est surtout restaurer la cohérence narrative. Restaurer la cohérence narrative, ça veut dire quoi? C'est-à-dire poser des faits, rester dans les faits. Parce que quand on enlève la phase, la petite phrase qui va se dire ah oui, mais c'est moi le problème, une fois qu'elle s'enlève cette phrase-là, on a suffisamment de présence pour observer ce qui est en train de se passer, pour noter les faits, pour noter la chronologie en fait. Pour tenir un calendrier, d'ailleurs j'ai dit ça à une cliente aujourd'hui, je lui ai dit écoute, ça fait plusieurs messages que tu m'envoies, en me parlant de crise d'angoisse. Mais à chaque fois, je remarquais qu'avant ces crises d'angoisse, elle voyait une personne en particulier. Et je lui ai dit, ça serait bien que tu tiennes un calendrier de, voilà, toutes les fois où tu fais des crises d'angoisse et toutes les fois où ce que tu fais avant, en fait. Quelles sont les personnes que tu vois avant? Et ça, quand on commence à rentrer dans une pleine observation de ce qu'on est en train de vivre, de nos symptômes corporels, et qu'on commence à les prendre au sérieux, et bien à partir de là, vous avez toute la capacité de faire des choix sans culpabiliser. Parce que votre corps passe en premier. Votre corps passe en premier. Et à force, là vous pouvez regarder ma vidéo sur le carnet de sensations, ça c'est vraiment l'outil le plus sensationnel pour faire ce travail-là. À force de comprendre quand vous avez des symptômes corporels et quand vous êtes dans des situations qui deviennent graves et dangereuses pour vous parce qu'elles vous mettent en PLS, en dépression parfois qui peuvent durer 3, 4, 5 jours après avoir vu une personne, bah, je peux vous dire que quand vous comprenez ça, le choix il est vite fait. Le choix il est vite fait. Et même sans vous justifier par ailleurs. Moi ça m'est arrivé de mettre fin à des amitiés qui venaient juste de démarrer au bout de 8 mois parce qu'à chaque fois qu'on était au téléphone, je comprenais pas, la relation se passait super bien, en plus on avait les mêmes valeurs, on lisait les mêmes livres, on s'intéressait aux mêmes personnes dans le développement personnel, etc. Mais à chaque fois qu'on se téléphonait,
j'avais comme une sorte de vertige, j'étais pas bien dans mon corps, j'avais mal dans certaines parties de mon dos qui étaient de plus en plus précises parce qu'à cette époque-là, je faisais le carnet de sensations. Et même si je ne comprenais pas, au bout d'un moment, j'ai commencé à de moins en moins les voir. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à poser des noms. Et je sentais la culpabilisation derrière. Ou ce dont je vous parlais tout à l'heure. Le gaslighting, ouais. Il y avait beaucoup de gaslighting. Et là, en fait, quand j'ai eu ces retours-là, je savais exactement pourquoi j'avais ce genre de ressenti corporel-là. Et ni une ni deux, j'ai mis fin à la relation, sans forcément trop me justifier. C'est parce que vous ne pouvez pas avoir des discussions avec ce genre de personnes. Soit vous perdez encore votre énergie à faire en sorte que l'autre vous comprend, soit vous avez réellement compris que vous êtes face à quelqu'un qui est tellement déconnecté de ses émotions que vous ne pouvez rien faire à cet endroit. La chose la plus douloureuse, c'est de réaliser que vous avez un deuil à faire, le deuil de la partie de vous qui a cru qu'elle pouvait relationner et vivre quelque chose de beau à cet endroit. La partie de vous qui a vu la faille de l'autre et qui a voulu le sauver. La partie de vous qui croyait construire quelque chose de beau ici, en fait, quelque part. Et ça, c'est très triste. Ça demande beaucoup plus de courage que de continuer à avoir des conversations pour vous expliquer de pourquoi vous partez, pourquoi vous n'êtes plus bien dans cette relation. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous pouvez écrire pour vous. Vous pouvez écrire, vous pouvez avoir ces conversations chez vous, dans votre tête, ou en les écrivant, ou en déballant ce que vous avez sur le cœur, mais déjà de vous à vous, en fait. Ensuite, pour ce qui est de l'autre personne, c'est à vous de choisir si vous avez envie de perdre encore plus d'énergie et de temps avec ce genre de personne. Même quand il y a de l'attachement, maintenant, je pense qu'à la fin de cette vidéo-là, vous avez compris que cet attachement-là n'est en réalité pas du tout de l'amour. C'est un attachement désorganisé, c'est un attachement toxique, et surtout c'est un attachement, comme je vous disais tout à l'heure, euh, qui est, euh, qui est paradoxal. Ouais, c'est ça. De toute façon, j'ai rien d'autre qui me vient. Mais voilà, si je continue de parler de ça, je vais m'énerver. Euh, voilà, je pense que j'arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que c'est possible de sortir de la confusion à partir du moment où on est d'accord de voir clair, où on est d'accord d'ouvrir les yeux, de mettre de nouvelles lunettes. Ça demande un courage incroyable, mais qui est possible et qui est totalement accessible à partir du moment où on a envie que ça change, à partir du moment où on se rend compte que la maison est insalubre et qu'aujourd'hui on mérite autre chose, et que les petites excuses comme oui mais j'ai pas d'argent pour payer le loyer, oui mais cette personne-là finalement non, là on reste dans la dissonance cognitive, ça m'intéresse pas en fait. C'est exactement pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est aussi pour vous dire que j'interviens à un endroit très précis avec les personnes avec qui je travaille, c'est les personnes qui ont envie que ça change. Et quand il n'y a pas ce désir-là, dans tous les cas, je le sens très vite au niveau corporel parce que ça ne fonctionne pas. Et c'est très challengeant pour moi aussi de refuser des accompagnements, de dire non, et finalement ça devient de plus en plus clair quand je sens que oui, les personnes qui continuent de se victimiser et finalement qui n'ont pas vraiment envie que ça change, euh, bah c'est moi qui perds mon énergie au bout d'un moment, et j'adore tellement ce que je fais. J'adore, je suis tellement heureuse de faire ça depuis un an que c'est hors de question que je perde de l'énergie dans des endroits où, vous voyez, c'est paradoxal parce que je suis censée aider les gens, mais justement, aider, ça ne veut pas dire sauver, et surtout, ça ne veut pas dire être prise pour ce que je ne suis pas, en fait. Donc, les choix, c'est très challengeant, c'est chaque jour.